dans l'état prévu pour une momie. Hein. Oui. Sauf que beaucoup de tombes avaient été ouvertes, Oui. pillées même, Oui. et on trouvait rien du tout. Non. Parce qu'il y avait des objets, il y avait des objets en or, des objets précieux. Absolument. Donc ils avaient été pillés. Alors ça s'est passé en 1922. Qui ouvre cette tombe-là? Alors, ce sont des Britanniques. En fait, ils ont eu une concession. Lord Carnarvon, ça s'achetait. On achetait une concession, c'est-à-dire un territoire qui se trouvait dans la vallée des Rois. Et puis là, on pouvait creuser, fouiller, avec l'autorisation, évidemment, du directeur des fouilles, Gaston Maspero, célèbre égyptologue français qui dirigeait les fouilles pour toute l'Égypte antique. Alors, voilà, quand on achète une concession, on n'est pas sûr de trouver quelque chose. Ça pour qui, au fond? Ce que vous trouviez, c'était pour l'histoire, pour la gloire. Oui, parce que ce sont des et vous milliardaires. remettez tout aux Égyptiens, ou vous en preniez un peu? On en prend un peu, on peut en emporter Ah oui, quand aussi même. en Angleterre. À l'époque, on pouvait encore. Parce que après, évidemment, les Égyptiens ont dit, mais ça suffit, parce que c'est bien gentil de trouver ce que C'est nous pas avons. à vous, d'autres. après Voilà, tout. absolument. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de requêtes encore aujourd'hui où les Ah oui, Égyptiens c'est exact. demandent à récérer certaines Oui, pièces. mais enfin, chut. Non, mais enfin, c'est pour dire que Bah, ce trésor... Ah, vous pensiez à l'obélisque? L'obélisque. Oui. Alors, non. Franchement, à nous. Oui, mais ça y est, ça a été officialisé, vous le savez, avec François Mitterrand et notamment Daniel Mitterrand par la suite. Ça, c'est une autre histoire. Bon. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est que nous sommes en 1922. Le Sir Carnarvon, Lord Carnarvon, qui est à gauche sur votre écran, c'est le milliardaire qui a acheté une concession. Et du coup, il demande à Gaston Maspero, mais qu'est-ce qu'il pourrait chercher? Eh bien, Gaston Maspero lui confie Howard Carter, qui est à droite sur votre écran. C'est cet Anglais qui, lui, va se lancer dans ses fouilles. Et alors, on sait qu'on devrait pouvoir trouver le trésor de Toutankhamon, mais où? Est-ce un petit peu plus loin, un petit peu plus près? Et puis, comme on a fouillé les tombes aux alentours, eh bien, tous les gravats qui ont servi, finalement, ont obstrué l'entrée de celle de Toutankhamon. Ce qui fait qu'elle est restée discrète pendant des années et que personne n'a pu la trouver. On regarde des images parce que nous avons des images. Dans cette, Voilà, dans cet état-là. état-là. Et on le voit puisqu'il vient de le découvrir. C'est C'est encore. magnifique. On va trouver ça dans les images. Regardez, parce que nous sommes allés sur place Oui, à bien l'époque, 1922, 23, 24, Ah ouais, parce ouais. que ça va durer plusieurs années, vous imaginez bien. On est au pied des pyramides. On est tout près du Nil, on est sur la rive droite du Nil et on est face à Luxor et on vient de voir justement Howard Carter. Alors en fait il a commencé par trouver une première marche. Tiens, il s'est dit, tiens, voilà, une de ces marches que l'on voit là, puis une deuxième, puis une troisième, puis 12. Et à la 12e marche, il arrive à découvrir un linteau de porte. Et là, on se dit, bon, ben, il y a sûrement quelque chose derrière. Et on était persuadé de trouver le trésor de Toutankhamon. Alors, Howard Carter, qui est l'égyptologue qui est sur place, télégraphie à son mentor, Lord Carnarvon, qui est resté en Angleterre, en lui disant, Sir, venez vite, nous avons trouvé le trésor de Ah non, ça, Toutankhamon. c'est Laurel et Hardy. Ah oui, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend non pas l'avion, mais il va prendre le bateau et puis il va arriver le plus rapidement possible, fin novembre. Voilà pourquoi on peut l'évoquer ces jours-ci, parce que c'est à partir du 23, du 24, du 25, du 29 et du 30 novembre, c'est-à-dire l'anniversaire étant aujourd'hui, que l'on ouvre cette tombe et que l'on découvre des trésors que l'on va remonter. J'ai presque envie de dire à dos d'homme, vous allez voir les images, ce ne sont que des hommes qui transportent, jamais il y a de véhicules roulants, non pas pour sortir de la tombe, mais après pour le transporter jusqu'au bateau, puisque ce sont des bateaux qui vont transporter ce trésor jusqu'au Caire, via le Nil évidemment. Mais l'avantage, c'est que c'était par rapport à ce qui s'était passé pour Toutankhamon 32 siècles plus tôt, vous imaginez, 32 siècles d'écart. Là, vous avez la chambre funéraire, regardez comme c'est magnifique. C'est la seule pièce à l'intérieur de ce tombeau qui fait un peu plus de 100 mètres carrés en totalité. C'est la seule pièce qui est décorée comme ça et conservée, évidemment, puisque l'air n'y était pas rentré depuis plus de 30 siècles. Le masque funéraire, le fameux masque funéraire de Toutankhamon, un jeune pharaon, puisqu'il est mort à 18 ans. Et on a fait... C'est une reconstitution, excusez-moi. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je dis pas, les couleurs n'étaient pas aussi bien. Non, bien sûr. Et puis, restituées, mais ouais. ceci dit, tout ça a été évidemment travaillé, puisqu'on a sorti pièce par pièce. Il a fallu attendre 3 ans avant d'atteindre quand même le corps de Toutankhamon, la momie en elle-même. Et là, on a découvert, alors évidemment les scientifiques, et encore jusqu'en 2013, donc c'est tout à fait récent, on a découvert qu'il y avait des éclats à la tête. Donc on s'est dit, à 18 ans, il est sûrement pas mort de maladie, comme on l'a
l'a cru pendant longtemps, mais peut-être y a-t-il eu un attentat contre lui. Oui. Et puis après, on a découvert, parmi ses trésors, il y avait beaucoup de cannes. Tiens, mais pourquoi Et on s'est aperçu qu'il avait une maladie du pied, en observant évidemment avec maintenant les recherches ADN, avec évidemment la radiographie telle qu'elle s'est améliorée. Donc il boitait. Alors il boitait et il portait des cannes parce qu'il avait les os du pied qui avaient tendance à se dissoudre, à s'abîmer, et donc en fait il avait beaucoup de mal à marcher. Et puis on s'est aperçu que peut-être en faisant des prolongements, hein, évidemment, on s'est aperçu qu'il aurait sûrement eu un choc sur le côté. Sur le côté, et ça lui aurait écrasé le cœur, ce qui fait qu'on n'a pas retrouvé son cœur à l'intérieur de ce tombeau et du corps. Mais ça c'était normal, puisqu'on les extrayait. Hein. Mais on ne l'a pas retrouvé. Mais en plus, on s'est dit, ben voilà, est-ce que c'est pas un accident de la circulation, tout simplement, qui aurait tué le pharaon? Quoi, qui s'est fait renverser à un carrefour Allez savoir. Alors du coup, oui, avec le choc sur le crâne, peut-être sur un véhicule. Lui-même sur un char, peut-être. Lui-même sur un char. Alors voilà, en tout cas, ça reste ouvert, mais Toutankhamon serait mort peut-être en roulant à tombeau ouvert. Allez savoir. Ils sont bien, vos copains anglais, avec leur tenue de travail. Le nœud papillon et costume 3 pièces. Oui. Vous avez quelque chose contre le nœud papillon? Non, justement. Bon. On va continuer avec l'actualité de l'emploi. Et selon une étude récente, 88%, pas moins, des étudiants français, parmi lesquels vous en connaissez peut-être quelques-uns, souhaitent décrocher un premier travail, où ça, à l'étranger. Mais l'étranger, c'est l'Europe, après tout, et qui offre aussi de nombreuses possibilités. Regardez donc. Samedi 3 décembre aura lieu à Paris, au CESE, Conseil économique, social et environnemental, le 2e forum des carrières européennes. Un forum pour s'informer sur les opportunités professionnelles possibles au sein des institutions européennes, mais pas seulement, au sein également des entreprises françaises implantées en Europe. Nous participons à ce forum pour avoir la chance de rencontrer des jeunes qui ont envie de travailler dans le groupe EDF, un groupe qui est résolument européen dans un secteur dont les enjeux sont européens. On connaît EDF pour la France, mais nous sommes aussi présents en Italie, en Belgique, en Angleterre. Nous recrutons des jeunes qui à la fois vont travailler en France et puis ensuite vont pouvoir être mobiles en Angleterre où nous avons des projets industriels extrêmement importants sur plusieurs années, ou en Italie ou en Belgique, mais aussi nos filiales dans ces pays recrutent directement des salariés qui veulent participer à cette aventure européenne. Et là, je parle d'environ plusieurs milliers de recrutements dans les années à venir. C'est intéressant d'avoir une carrière en dehors de la France parce qu'un groupe comme le nôtre offre 200 métiers différents. Et donc les exercer en France, c'est bien, mais s'enrichir de la diversité culturelle du marché du travail anglais, italien ou belge, espagnol ou polonais, c'est encore mieux et c'est un plus pour accéder à des responsabilités, en particulier managériales, dans la suite de la carrière. L'Europe, c'est aujourd'hui 500 millions d'habitants, 28 pays, 24 langues différentes, un marché qui intéresse aussi les startups. Alors le concept de Travel Car, il permet aujourd'hui à tous les propriétaires de voitures, lorsqu'ils partent en voyage, de ne plus payer le parking à l'aéroport. Comment? C'est très simple. On loue leur voiture à d'autres voyageurs, en les assurant tout risque, on s'occupe de tout le process de A à Z. Et l'avantage pour eux, c'est qu'ils ne payent pas le parking. Ils vont même gagner de l'argent sur chaque kilomètre parcouru. Et pour ceux qui vont louer ce véhicule-là, ils vont économiser 50% par rapport à une agence de location traditionnelle. La société a été créée en décembre 2012. Alors j'étais tout seul au début. Et maintenant, c'est une équipe où on est à peu près une cinquantaine de personnes. Non seulement en France, mais aussi dans 7 autres pays en Europe. Aujourd'hui, on cherche plusieurs profils, des profils techniques bien évidemment, mais aussi des profils de bizdev, des profils qui vont nous aider à implanter notre service et notre activité dans les différents pays et renforcer notre présence de point de vue marketing et acquisition. Si vous n'habitez pas Paris, vous pourrez tout de même suivre en ligne ce second forum des carrières européennes qui se déroulera samedi 3 décembre au CESE. Il suffit de vous connecter sur la page internet du Secrétariat général des affaires européennes, dont voici les coordonnées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue avec l'actualité sportive. Et on va commencer par un sport que l'on voit assez peu à la télé finalement. Avec la lutte olympique.
Oui, Voilà. la lutte olympique. Et avec Émilie Broussoulou, s'il vous plaît. La lutte olympique. C'est moi. Mais c'est vrai, ça, il y avait des manifestations là, toute l'année finalement. En fait, il y avait un test match hier et c'est vrai qu'ils essayent de mettre un petit peu plus en avant ce sport parce que vous savez, c'est un sport olympique Ouais. qu'on a vu donc aux Jeux Olympiques. Bah, on le voit et il y qu'à ce avait moment-là, tous les 4 ans. voilà, et il y avait un test match donc entre la France et le Kazakhstan. Le Kazakhstan Oula, qui est une très bonne équipe donc. Et il y avait 1600 personnes qui étaient réunies pour cet événement qui se passait à Paris au Cirque d'Hiver. Vous allez voir ce qui s'est passé. Les Français ont brillé, sachez-le. Lutte libre, lutte féminine, lutte gréco-romaine. Là, c'est de la lutte gréco-romaine. Le français est en bleu, évidemment. C'est Mélonin Noumonvi qui s'est illustré en 98 kilos. Victoire facile du champion du monde 2014, s'il vous plaît. 2-0. Kumba Larocque, cette jeune femme en bleu, vous dit peut-être quelque chose. Elle est née à Arpajon, en Essonne, et du haut de ses 18 ans, elle est déjà championne d'Europe et championne du monde junior. Victoire facile par tombée 10. Il faut quoi? Il faut Zéro. mettre les deux épaules. Il faut au maintenir sol. les deux épaules collées au sol, d'accord. voilà, ou alors gagner au point. Et là, c'était par tomber. Et enfin, là, c'est de la lutte libre. Et lui aussi, il est champion du monde junior, mais chez les hommes, c'est Zelimkhan Kadjiev, 22 ans. Il s'est imposé lui aussi par tomber 10-0 et il a assuré le spectacle. Ils Et sachez sont- qu'on en, ils sont souples, hein. on en parle de plus en plus parce qu'il y aura les championnats du monde qui se tiendront à Paris, en France, voilà, D'accord. en 2017. Alors là Voilà. aussi, un sport que l'on voit assez rarement à la télé. C'est vrai, c'est du football. Si vous ne connaissez pas, c'est la Ligue 1. C'est les championnats de France, donc, et Monaco, que vous ne connaissez peut-être pas non plus, qui reprend provisoirement la première place de la Ligue 1. Regardez ce qui s'est passé. Monaco, pourtant, qui n'a pas fait un excellent match, hein. Ce n'est pas une équipe de Monaco qu'on a reconnue hier, quand on sait que c'est la meilleure attaque d'Europe aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'ASM a pris rapidement les commandes du match face à Dijon. Alors on pense que la victoire est monégasque, il reste 3 minutes à tenir, quand soudain, c'est le drame, hein. Égalisation de Dijon, c'est trop tard pour réagir, ou en tout cas Monaco n'y arrive pas, comme vous voulez. Un partout, petit exploit en tout cas pour Dijon, qui retire le match nul face à une équipe qui visait le titre quand même. Plus au nord, entre Lille et Caen, il n'y a pas eu photo, hein. Le LOSC en rouge s'est largement imposé, 4-2, avec notamment 2 buts marqués en 2 minutes. Pas mal, hein. Juste 1 minute d'écart entre les deux, voilà, et là on voit donc le deuxième but. Et enfin, Lorient en blanc devait absolument gagner le derby breton face à Rennes, déjà parce qu'un derby ce n'est jamais amical, vous le savez, et en plus parce que Lorient n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis plus de 2 mois. Alors tout commence bien avec cette ouverture de score, et là, regardez la boulette du capitaine, hop, voilà la mauvaise passe, qui profite au Rennais, qui récupère le ballon, ça fait un partout. Heureusement pour Lorient, il se rattrape en fin de match et s'impose finalement 2-1, hein. Sachez qu'il y aura d'autres matchs de Ligue 1, donc Saint-Etienne, Marseille et Nice face à Guingamp. Voilà, on verra ça et évidemment les résultats demain. Merci beaucoup, Émilie. C'est tout pour. C'est l'heure maintenant de retrouver Charles Aznavour, troisième et dernier volet de cet entretien qu'il nous a accordé avant son retour sur scène pour 3 concerts exceptionnels. Alors, je vous donne les dates quand même, 21, 26 et 28 décembre, si vous passez par là. C'est au Palais des Sports, donc il repart ensuite pour des galas exceptionnels dans le monde entier. Là, vous allez voir, on va parler évidemment de ses envies, du temps qui passe, de sa carrière de chanteur et puis d'acteur aussi. You are the one for me, for me, for me, formidable. Tenez, installez-vous là. Il y a des jours, je me trouve mieux que d'autres. Ah ouais? Pas vous? Moteur, action. Charles, pour un chanteur, vous avez fait quand même plusieurs dizaines de films. J'en ai fait 80, c'est pas mal, oui. Ouais, je pense. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs français qui... Non, mais en fait, j'étais un acteur avant. Enfant, j'ai commencé en tant qu'acteur. Et puis, je suis devenu chanteur ensuite. Moi, je refuse de faire du cinéma maintenant parce que j'ai pas de mémoire. Alors, je veux bien faire du cinéma si on me donne le temps de travailler, mais on n'a pas le temps toujours. Ça vous manque peut-être un peu, non? Non, le tour de chant, c'est mon métier. Je préfère chanter. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Chanter, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre d'années. Moi, par pudeur, je n'aurais jamais osé vous parler de votre âge. Oh, moi, je le dis avec plaisir. Et oui, justement, je me suis dit, à 92 ans, il repart. Puis quand je vois les documents vous concernant, même, j'allais dire officiels, quand on parle, oui, Charles refait 3 jours au Palais des Sports, je dis, oui, c'est champion, l'athlète de la chanson, quoi. Hein? Moi, je le dis parce que ça rassure les gens.
Ah ouais? Les gens sont heureux de voir qu'ils ont 90 ans, moi j'en ai plus et je vais en avoir plus. Ils se disent, bah, moi aussi je peux le faire. Oui, Je crois que c'est une bonne chose de leur apporter cette espèce de possibilité de croire qu'ils vont vivre vieux parce que moi j'ai vécu vieux. C'est quoi? C'est l'ADN arménienne ou quoi? Comment vous êtes fait en quoi? Je dirais pas l'arménienne, je dirais la caucasienne. Ah. Ce sont les gens du Caucase, c'est-à-dire que les montagnes du Caucase font vivre les gens très vieux. Alors comme les Arméniens sont les Caucasiens, j'en profite. J'écris des choses où la chanson devient importante, elle remplace le dialogue. D'accord. J'apprends à les faire. Dans ce domaine, il y a encore des choses que vous ne savez pas faire? Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. D'abord, je me couche tôt et je me lève tôt. Et vous me dites ça à moi? Ça aide. Vous rigolez? Oui, mais vous êtes obligé, pas moi. Oh. Moi, je suis pas obligé de me lever tôt. Non, c'est vrai. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. C'est bien parce qu'on aurait pu parler encore 1h30, mais il paraît qu'il faut qu'on s'arrête. Oui, on peut revenir. Je téléphonerai à ma femme pour savoir ce qu'elle en pense. On vous voit tous les matins. Oui, je sais ça. Les matins. Et ça fait un bout de temps, hein? Oui, D'ailleurs, vous la saluerez de notre part. je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Moi aussi. C'est vrai, un vrai plaisir. Et si Madame Aznavour nous regarde à cette heure-ci, nous la saluons bien sûr, bien respectueusement. Avec Julia du Web, on va s'intéresser maintenant à une initiative étonnante, assez originale. Alors ça se passe dans le métro de New York, figurez-vous. Oui? Ça se passe dans le métro de New York, exactement. On appelle ça la subway thérapie, la C'est-à-dire thérapie du métro, en gros. Alors au départ, c'était plutôt anecdotique, c'était un épiphénomène qui a démarré après les élections présidentielles, quand Trump est arrivé au pouvoir. Un artiste s'est installé dans le métro, vous allez voir découvrir ça en image, différentes stations de métro pour proposer aux gens de noter leurs peurs, leurs doutes, ou encore ce qui leur donne confiance en l'avenir. Alors il distribue ces petits papiers aux gens, ils inscrivent leurs états d'âme, leurs secrets, leurs colères, et ça recouvre les murs de centaines de stations. C'est-à-dire que c'est devenu un vrai buzz sur le web, car cela s'est étendu à plusieurs stations new-yorkaises. Au départ, il n'y en avait qu'une. Et puis c'est recouvert de murs de papier. Les murs sont recouverts de papier de couleur. Vous voyez, il y en a beaucoup. C'est joli. Puis c'est fort à lire parce que les gens nous confient leurs secrets. Et toutes ces émotions brutes, elles se retrouvent également sur Instagram. Donc évidemment, le compte Instagram qui reprend toutes ces petites couleurs, tous ces papiers est devenu un carton. Et puis même si au départ c'était pour rassurer les gens au lendemain de l'élection, bah, c'est devenu comme un exutoire. Ouais, et puis les gens peut-être se parlent du coup. Les gens se parlent, ils passent du temps, ils Parce écrivent. que les graffitis sont interdits, sauf que là ça a été autorisé, mais c'est pas un graffiti. Donc on peut le coller, on l'enlever quand même, c'est facilement. Voilà pour la subway thérapie, figurez-vous. En France, ça n'existe pas encore pour l'instant. Ce serait une bonne idée à proposer. Oui, c'est une idée. On se revoit dans quelques instants avec Nathalie Riouet pour savoir ce que vous allez mettre ce matin. Une écharpe? Oui. Les gants? Oui. Le bonnet aussi, c'est vous dire. Voici le programme de la prochaine demi-heure. Avec Patrice Romden, Madame, Monsieur, vous aurez droit à une revue de presse. Et puis avec Jean-Philippe Vion, on vous proposera l'actualité du théâtre avec une comédie signée Harry Cassou. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ça va marquer les retrouvailles de garçons que vous connaissez bien. C'est Monsieur Solo et Monsieur Le Bolloc. Mais avant cela, ils sont très très bien entourés, je vous en parlerai tout à l'heure. Avant cela, pour notre séquence sans frontières, direction la Chine. Pour parler du marché du luxe qui s'est considérablement développé, on en a déjà parlé ici, dans ce pays depuis quelques années. Seulement voilà, aujourd'hui, il tourne au ralenti ce marché et ça peut pénaliser des grands groupes français, vous voyez ce que je veux dire. Alors pourquoi? Parce que c'est la baisse du yen, donc des prix à l'achat qui sont très élevés, mais il y a une autre raison, et c'est Arnaud Biguet, correspondant sur l'étranger, qui va vous répondre. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour William. On peut le dire, la lutte contre la corruption plombe l'industrie du luxe dans ce pays. Depuis son accession au pouvoir en 2012, le président Xi Jinping en a fait son cheval de bataille avec des mesures sans précédent dans l'histoire du pays pour partir en chasse contre, je cite, les mouches ou les tigres, comprenaient les fonctionnaires, petits ou grands, qui seraient corrompus. Autrefois, il était de bon ton d'offrir une montre, plutôt suisse, ou un parfum français, de luxe, plutôt en gros flacon, à un puissant ou à son épouse. Les banquets, les bonnes bouteilles faisaient la joie des fonctionnaires de l'État chinois, avec des mets les plus fins, des nids d'hirondelles aux ailerons de requin,
Eh bien tout cela, c'est terminé. On en mesure les conséquences à quelques 2000 km de Pékin, à Hong Kong. C'est un reportage que nous ont préparé Alain de Chalvron et Sylvain Giaumont. Regardez. À Hong Kong, le quartier de Shangwang est sinistré. On l'appelle le quartier des produits de la mer. On y vend du poisson frais, bien sûr, mais surtout des produits déshydratés, destinés en grande partie au marché chinois. Des produits qui valent leur pesant d'or, comme ces ailerons de requin à 600 € la livre, ces oreilles de mer, 800, 1000 €, les fameux nids d'hirondelles à 6000 €, sans parler des cordyceps, ces étranges bidules mi-végétales, mi-animales, dont les plus chers se vendent à 31 000 € les 500 grammes. Des chiffres qui paraissent hallucinants, mais qui pourtant tiennent compte de l'effondrement du marché. Ces 2 dernières années, les prix étaient montés trop haut. Les gens de Hong Kong ne pouvaient plus acheter. Maintenant, ces prix ont baissé de 40%. Hong Kong en a vu d'autres et est habitué au soubresaut de la Grande Chine. Ceux qui souffrent aujourd'hui de cette campagne anticorruption attendent patiemment le retour des bonnes vieilles habitudes. Et on pense à Hong Kong que ça ne saurait tarder. Une telle campagne est facile et ça peut calmer le petit peuple qui est très en colère contre la corruption. Hong Kong et la Chine, dit-on, sont comme la langue et la bouche. Jamais cette savoureuse formule n'aura été aussi juste. Alors la question c'est, Arnaud, est-ce que tout ça est efficace finalement? Oui, William, ça a l'air. 120 fonctionnaires, chefs d'entreprise publics ou militaires sont aujourd'hui derrière les barreaux. Des centaines de caciques du Parti communiste, qu'ils soient au niveau national ou au niveau local, ont été écartés. La lutte contre la corruption terrorise absolument tout le monde. Aujourd'hui, dans ce pays, gageons que le repas de fin de l'année de l'État sera plus frugal. Merci Arnaud. Bonjour Patrice, on commence par qui? Bonjour William, eh bien pour commencer, je vais vous proposer de jeter un œil sur les unes de quelques quotidiens régionaux. Regardez ce mur d'images, c'est splendide. Et petite question subsidiaire, William, est-ce que vous seriez capable de me dire comme ça, en jetant un œil sur l'ensemble, combien de journaux il y a sur cet écran? Alors si vous prenez horizontalement la première ligne, il y en a 7, verticalement 4, 4 x 7, 28 si tout va bien. Bravo. Eh bien, vous êtes la fierté de ce pays, William, parce qu'en France, on aurait un problème, on a un sérieux problème avec les mathématiques. D'ailleurs, il fait la une de l'Ardennais, regardez. Nos enfants sont nuls en sciences, et pas qu'en sciences, en mathématiques aussi. C'est ce qui ressort d'une enquête internationale qui vient de paraître et dont nombre de journaux se font l'écho ce matin. Alors, pour évaluer l'ampleur des dégâts, le Parisien a sorti son rapporteur, vous savez, ce petit outil en 2001 qui permet de calculer la valeur d'un angle. Et le résultat, eh bien, vous l'avez sous les yeux, nous sommes à la rue. La France est le dernier pays européen de l'Union européenne. Bon, européen de l'Union européenne, là, c'est un petit problème de français, moi. Ouais. Nous sommes dans le rouge, en dessous de la moyenne internationale, quelque part entre la Turquie et devant le Chili, distancé par l'Allemagne, les États-Unis, la Russie ou le Japon, écrasé par Hong Kong. Alors l'enquête s'est intéressée aux écoliers de CM1, c'est-à-dire quand on a 9 ans, et aux élèves de terminale scientifique. Apparemment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Chez les écoliers, nous sommes bons derniers de la classe européenne. En terminale, nous sommes 6e, mais 6e sur 9, puisque 9 pays seulement étaient testés dans cette catégorie, ce terminale scientifique. Alors les plus forts, ce sont évidemment les Asiatiques. Regardez la pyramide que publie l'Opinion ce matin. Singapour, Hong Kong, la Corée, Taïwan, le Japon. Plus près de chez nous, l'Irlande du Nord, la Norvège, la Russie, l'Angleterre, le Kazakhstan. Alors évidemment, la grande question ce matin, c'est pourquoi on est si nul en mathématiques? Alors apparemment, le temps consacré à l'apprentissage des maths n'est pas en cause. Les écoliers ne sont pas en reste de volume horaire. Les professeurs des écoles consacrent 193 heures par an à l'apprentissage des maths. Et si l'on fait la moyenne des autres pays européens, eh bien, on est à 158 heures. Lirez-vous ce matin dans Le Figaro. C'est donc la manière d'enseigner qui serait en cause en France.
la plupart des instituteurs sont issus du cursus littéraire et beaucoup reconnaissent ne pas être à l'aise avec l'enseignement des mathématiques. Dans Libération, vous verrez une interview assez intéressante de Stella Baruch, qui est une chercheuse en pédagogie des mathématiques. Et pour elle, eh bien, la question centrale est depuis des années de rendre concrets les nombres, alors qu'il faudrait assumer le fait qu'ils sont tout simplement abstraits. Et elle raconte, notre chercheuse, une anecdote. On posait récemment un problème à une élève de primaire, dit-elle. Il y a 29 élèves dans une classe, dont 16 garçons. Question, combien y a-t-il de filles? Eh bien, l'élève écrit 29 plus 16, et non pas 29 moins 16, 29 plus 16, ça fait 45. L'opération est juste, dit la chercheuse, mais le raisonnement est faux. L'élève n'a pas compris le sens de l'addition. L'élève a bien fait l'opération, mais ne l'applique pas à la question posée. Voilà, il faudrait travailler sur le raisonnement. C'est quoi une addition? C'est quoi une soustraction? C'est quoi une multiplication? C'est quoi une division? Etc., etc. Et la chercheuse de proposer d'en revenir aux fondamentaux. Nous avons, dit-elle, à notre disposition 10 doigts. Ils constituent une boîte à outils merveilleuse. Elle recommande donc que l'on s'en serve pour apprendre les mathématiques. Alors pour finir, je suis tombé sur ce titre de l'opinion et ce sera ma seconde question. Celle-là, attention, elle est beaucoup plus corsée, William. Regardez ce titre. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Bonne réponse de Nathalie Riouet, qui vous a boulé la politesse. Sur ça, hein. Et A moins B au carré, Nathalie? A carré moins 2AB plus B carré. Bravo. Et A plus B, facteur de A moins B. Sans blague. Égale A carré plus B carré. Moins B carré. Moins B carré. Bon, c'était pas mal. Mais nous, on a un mathématicien en France, Cédric Villani. Mais oui, alors on a des médailles, on a des prix Nobel de physique, et on a des résultats épouvantables. C'est à n'y rien comprendre. Il ne doit pas être content, hein, le monsieur mathématicien. Oui. Je pense qu'on va l'entendre aujourd'hui. Et tout ça, c'est l'apéro, hein, parce que dans quelques jours arrive la fameuse étude PISA. On va reparler du niveau de maths, mais aussi du niveau de français et dans d'autres matières. Bon, on verra. Ça va être pire. Mais, je sais pas. Attendons. La France, gros nul, c'est ça? Dans ce domaine-là. Attendons. Le reste, ça va. Merci beaucoup. Vous nous rassurez. La météo maintenant avec Nathalie Riouet. La glace matin. Mais d'abord, les 4 vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Marisol Touraine. Oui, Marisol Touraine qui a commencé la campagne contre François Fillon en l'accusant de vouloir privatiser la sécurité sociale. Le candidat réplique et explique qu'il veut tout simplement sauver la Sécu. Bonjour Marisol Touraine. Bonjour Caroline. Alors nous allons parler de François Fillon et son projet oui. pour la sécurité sociale, mais d'abord ce sujet. Le président de la conférence des évêques de France a écrit à François Hollande. Il veut alerter le gouvernement sur une proposition de la majorité qui interdit les sites de communication qui proposent aux femmes une alternative à l'IVG. Pour lui, c'est un déni de démocratie. De quoi s'agit-il? D'empêcher que des sites fassent de la désinformation. Je veux être extrêmement clair. Le délit d'entrave, ça n'est pas une question d'opinion. On a le droit en France d'être contre l'avortement et on a droit en France de dire qu'on est contre l'avortement. En revanche, et ça n'est pas un délit d'entrave. En revanche, le délit d'entrave, c'est tromper volontairement, intentionnellement des femmes en les amenant sur des sites dont elles pensent qu'ils vont leur donner l'information qu'elles attendent et en réalité se servir de ces sites pour les dissuader d'avorter. Vous savez, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on voyait des femmes qui s'enchaînaient aux grilles des hôpitaux ou des services de gynécologie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cela. Il s'agit d'aller sur Internet pour tromper. Et donc, ce sont les juges. Ce sont les juges, c'est pas le gouvernement qui va évaluer décider. que ce sont des sites d'information ou des sites qui font une forme de pression. Ce sont les juges. Ce sera aux juges de décider s'il y a volonté intentionnelle. J'insiste là-dessus. On n'est pas dans une proposition de loi qui est très générale. Volonté intentionnelle de quoi? Volonté internationale d'informer. De tromper, c'est-à-dire de prétendre qu'on propose une information objective et puis progressivement, en réalité, d'amener les femmes qui sont souvent dans une situation de trouble, de confusion, de les amener à renoncer. Et donc c'est cela. Il vous interroge dans cette lettre, il dit: le moindre encouragement à garder son enfant peut-il être qualifié de pression morale et psychologique? Mais l'encouragement à garder son enfant n'est en soi pas un sujet. Ce qui est problématique, c'est si on dit: venez sur ce site va vous donner toutes les informations que vous recherchez sur l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est pour ce et en réalité, on rentre dans le site et
et progressivement, vous êtes amené à renoncer à une interruption volontaire de grossesse. Donc il y a une tromperie. Je rappelle qu'il y a un site institutionnel qui est neutre, qui ne dit pas vous devez avorter ou vous ne devez pas avorter, ça n'est pas le sens d'un site institutionnel, mais qui donne toutes les informations, les numéros de téléphone, les médecins, les psychologues, tout. Donc le gouvernement entend cette crainte exprimée par le président de la Conférence des évêques de France, mais ne bougera pas sur ce texte, même si c'est une proposition de loi. Franchement, ce sont les parlementaires qui portent cela. J'entends l'inquiétude, je veux y répondre de manière extrêmement calme en disant il n'y a pas de délit d'opinion en jeu dans cette affaire. Je m'interroge simplement sur le fait qu'on assiste depuis quelques années régulièrement à des offensives contre l'interruption volontaire de grossesse. Je l'ai vu moi-même lorsque j'ai fait supprimer la condition de 2 jours pour pouvoir décider d'avorter. Une femme peut décider toute seule sans avoir besoin d'un délai de réflexion. On l'a vu quand on a supprimé la notion de détresse. On peut avorter sans être en situation de détresse. Il y a donc un climat culturel qui pèse et qui tente à culpabiliser les femmes qui s'interrogent sur l'avortement. Est-ce que l'objectif du gouvernement, c'est de réduire le nombre d'IVG ? L'objectif, ce serait évidemment de réduire le nombre d'IVG, et c'est pour cela que je lance régulièrement des campagnes sur la prévention, sur la contraception, et que, par exemple, j'ai permis aux jeunes femmes, qui sont souvent financièrement en situation plus difficile, d'avoir les consultations et la prescription de contraception gratuite et entièrement prise en charge à 100% par la Sécurité sociale. C'est en tout cas ce que nous faisons, peut-être que demain, ça ne sera plus possible. Un mot sur le 1er décembre. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Est-ce que le nombre de contaminations, qui est autour de 6 000 par an, peut baisser? On voit que depuis quelques années, ce chiffre est stable. Le chiffre est stable, ce qui veut dire que nous devons travailler à toujours renforcer le ciblage des actions que nous menons. Concrètement, nous savons qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'atteindre des populations particulières qui sont particulièrement plus à risque, d'où la campagne de prévention par voie d'affichage que j'ai lancée il y a quelques petites semaines, enfin qui était encore sur les murs la semaine dernière et qui a provoqué des réactions assez incompréhensibles, je dois dire, parce que l'objectif, c'est précisément, si on veut faire diminuer le nombre de nouvelles contaminations chaque année, c'est d'atteindre en particulier les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes sans pour autant être gays, homosexuels, fréquentant la communauté homosexuelle avec des messages particuliers qui leur sont destinés. Donc nous devons cibler ces actions-là et puis toute une série de mesures sont en place pour démultiplier les outils de prévention. On parle de François Fillon ? Oui, bien sûr. Parlons de François Fillon. Vous l'avez accusé de vouloir privatiser la Sécu. Il vous répond non, je veux sauver la Sécu et il veut rassurer les personnes les plus modestes et les personnes âgées en disant vous serez mieux remboursés. Écoutez, la sécurité sociale va bien. Et ce n'est pas simplement moi qui le dis, ce sont tous les organismes indépendants qui, en regardant les comptes, disent que ça n'a jamais été aussi bien depuis 2001. Non, mais ça n'a jamais été aussi bien depuis 2001. Les comptes sont maîtrisés et des prises en charge ont été étendues. Qu'est-ce que toujours déficitaire, il faut quand même le préciser, toujours déficitaire, mais maîtrisé. Mais très peu déficitaire aujourd'hui, et nous savons pour l'assurance maladie uniquement, puisque pour les retraites, c'est excédentaire. Bon, donc globalement, nous sommes à l'équilibre, mais il y a encore des économies à faire en matière de santé que nous réalisons à travers toute une série de réformes sur lesquelles je ne reviens pas. Parce que ce que dit François Fillon, ça revient à donner les clés de la santé aux assurances privées, aux complémentaires ou aux mutuelles. Je vous donne des exemples parce que ça n'est pas moi qui le dis. J'ai lu très attentivement son programme de campagne pour les primaires. Il dit que la sécurité sociale se concentrera pour les remboursements sur les maladies graves ou les maladies chroniques, disons, ce qu'on appelle les affections longue durée. Vous êtes pris en charge à 100%. Alors moi, je pose des questions très simples. Ça veut dire que si on n'est pas avec une maladie grave ou une affection chronique, on ne sera plus remboursé. Alors qu'est-ce que devient, par exemple, une femme enceinte ? Une femme enceinte, une grossesse, les consultations, les examens, si on vous pratique le tarif de base de la Sécu, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires, c'est à peu près 600 €, le suivi. Sans parler de l'accouchement. Vous m'accorderez, Caroline Roux, que
une grossesse, un accouchement, ça n'est pas une maladie grave, c'est même plutôt un événement heureux. Donc est-ce que ça va être remboursé ou pas? Un accouchement à l'hôpital aujourd'hui, c'est 2 500 €. Alors, les questions sont posées. Je prends un autre exemple, une personne âgée, un peu plus âgée, un homme pour changer, qui fait de l'hypertension, hyper classique, hyper banale. Ça n'est pas grave. L'hypertension, le suivi, les consultations, les médicaments, c'est pas loin de 350 € par an. 350 € par an qui donc ne seront plus remboursés. Et donc, lorsque François Alors, Fillon... attendez, je vous coupe, pardonnez-moi, parce que j'écoute attentivement ce que vous êtes en train de dire. Il y a aussi des rapports de la Cour des comptes qui vont dans ce sens-là depuis des années. Récemment, le dernier disant, en fait, qu'on pouvait sortir complètement les dépenses d'optique ou de prothèses dentaires d'une partie des transports sanitaires plus anciens, de resserrer le panier de soins remboursables, réinvestir dans les domaines plus essentiels, mieux financer le progrès social. Mais ça n'a pas En réalité, c'est aussi des recommandations qu'on trouve dans des rapports très sérieux qui sont Oui, ceux de la ce ne Cour sont des pas comptes. des recommandations, ce sont des suggestions d'une partie et de personnes qui font des propositions à titre quasiment de suggestion, mais qui n'ont jamais été retenues jusqu'à maintenant. Et c'est donc une rupture dans le consensus français pour la sécurité sociale. Et de ce point de vue-là, je le dis, le programme de François Fillon en matière de santé est un programme dangereux, de retour en arrière, qui va fragiliser les classes moyennes, les personnes âgées qui ont des petites retraites, les familles, puisque les enfants vont souvent chez le médecin. Et donc c'est un programme qui au fond consiste à dire, vous êtes pauvre, on vous rembourse complètement, vous n'êtes pas pauvre, bah, vous devrez payer nettement davantage. Et cela, c'est le contraire de la sécurité sociale, c'est un système à l'américaine. Moi, je ne veux pas de ça pour mon pays parce que je crois à la sécurité sociale. Merci beaucoup, Marisol Touraine. La suite, dans un instant, de Télématin avec William Lémergie. I came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plugged your eyebrows. Pour ses 30 ans, le musée d'Orsay à Paris ouvre ses portes gratuitement. Ça, c'est la première info, gratuitement au public ce week-end. Beaucoup d'animations, de performances sont prévues. Et tous les arts sont représentés. Anna, vous vous êtes intéressée à ça. Alors, parmi ces performances, il y a des ballets, il y a des chorégraphies, il y a des numéros de danse. On a donné carte blanche, entre autres choses, à un chorégraphe que vous allez nous présenter peut-être. Oui, tout à fait. Il s'appelle José Montalvo. Il a dirigé le Théâtre National de Chaillot, la Maison des Arts de Créteil, enfin voilà. Et surtout, il va rendre hommage à ce grand musée qui est installé, je vous le rappelle, sur les quais de Seine, à 2 pas de l'Assemblée nationale, sous la grande verrière de l'ancienne gare d'Orsay. Pas loin de la Tour Eiffel. Pas très très loin de la Tour Eiffel, en effet. C'est absolument magnifique. C'est un musée un peu particulier puisqu'il couvre une période très précise de 1848 à 1914. On est entre la Révolution romantique et le début de la Première Guerre mondiale. Et alors voilà, tout y est. Sculpture, peinture, photo. C'est vraiment... On est ébloui. La Grande Nef, c'est sous la Grande Nef que tout va se passer ce week-end. Vous allez avoir des surprises dans tous les sens, des balles Second Empire. Vous allez pouvoir rencontrer en coulisses les conservateurs, plein de choses prévues pour les enfants et donc des petites surprises chorégraphiques concoctées par José Montalvo qui a fait travailler 10 modèles qui ont l'habitude de poser pour, vous savez, les artistes dans leurs ateliers, il y a encore des modèles qui posent pour être sculptés, peints, etc. Eh bien, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes vont déambuler dans la nef et voilà, donner vie aux sculptures qui entoureront le pays. C'est très beau. C'est-à-dire que vous allez voir tout d'un coup la sculpture prendre vie. Pendant qu'on est en train de visiter, on les croise alors. Exactement, vous les croisez dans les salles attenantes à la Grande Nef, devant quelques grandes œuvres, dont la sculpture La Danse de Carpeaux, qui avait fait scandale. Elle avait été imaginée pour l'Opéra Garnier. Et alors, ça avait soulevé parce que ces femmes étaient très nues. Ces femmes, elles avaient l'air même un peu ivres, de prendre presque un peu trop de plaisir à danser. Enfin, en fait, c'est vraiment une période de l'art qui a éveillé les esprits, en les secouant un peu, mais toujours en les émerveillant. Et dans un très 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 bel écrin. Exactement, ça va être magnifique. Ça démarre dès vendredi soir et je vous emmène dans les coulisses. La mission qu'on m'a confiée, c'est de célébrer les 30 ans du musée d'Orsay. On a voulu célébrer, s'inspirer des corporalités, des attitudes, de la gestuelle, des statues et des peintures du musée. Essayer de se les approprier, de les décaler, de les détourner de façon un peu jubilatoire et d'essayer d'épouser cette corporalité du 19e siècle.
Quand vous entrez, dès l'entrée, là vous étiez tous tassés, là c'est normal, vous l'avez jamais fait. Il faut qu'on prenne tout l'espace. Après, quand on fait les solos, il faut venir plus vite au duo. Allez jusqu'au plafond là-haut. Il y a énormément d'œuvres qui ont été très controversées à leur naissance. Et je trouvais qu'en même temps, elles ouvraient des espaces de liberté magnifiques. Et on a essayé d'être fidèle à ce fil-là. Et évidemment, qui va souvent avec la représentation des cornues. Cette nudité, chaque époque, selon son imaginaire, l'a réinventée au feu et au souffle de son imagination. Donc on a essayé de jouer avec cette notion de nu aujourd'hui. Et je trouve que dans une époque où il y a de plus en plus de pression morale, religieuse, etc., c'était bien de retrouver la jubilation, de bouger tout nu. Il y a aussi des interventions dans tout le musée, donc toutes les œuvres sont concernées d'une façon ou d'une autre, par de petites performances qui auront lieu dans les alcôves du musée. On va inviter aussi les personnes qui vont venir à participer. Donc elles vont elles-mêmes essayer de s'approprier les attitudes, les formes, et une petite danse sera construite sur mesure pour eux. Et ça va durer que le week-end? Tout le week-end à partir de vendredi, toutes les journées samedi, dimanche, les enfants sont bienvenus, plein d'animations pro aussi. C'est quoi le bal, vous avez dit Un grand bal, Second Empire, vous pouvez venir. Il faut y aller, vous allez quoi, danser déguisé? la polka. Oui, absolument. Il vaut mieux. Ouais, allez voir sur le site du musée, vous verrez, tout y est, c'est limpide. D'accord, merci beaucoup. Si votre ambition a un petit coup de mou, madame, monsieur, lisez le livre dont on va vous parler maintenant, Lorenzo Stolazza. Ça s'appelle Hashtag Ambition, nous reviendrons sur le titre. Ça explique quoi ce livre et en quoi ça nous aide? Ça explique qu'il faut se bouger aujourd'hui dans un monde qui est devenu très concurrentiel. Il faut se battre avec une énergie et une adaptabilité dont on n'avait pas forcément besoin il y a 10, 15 années, quelques décennies. Ça a toujours existé en tout cas. L'ambition, oui, mais le travail est aujourd'hui beaucoup plus précaire qu'avant. Les diplômes sont parfois décrochés de la réalité. Deux qualités apparaissent essentielles aujourd'hui pour réussir sa vie professionnelle. Il y en a deux essentielles, c'est la souplesse et un tempérament de battant. L'ambition est donc une donnée de base si on veut réussir ses projets pro ou perso, et quand on en manque, eh bien, on culpabilise bien souvent, on se trouve un petit peu ramollo, loser. Alors ce petit guide Hashtag Ambition peut nous aider à rebooster un petit peu son ambition si on se trouve un petit peu dans une parenthèse molle, on n'avance pas, les projets sont à l'arrêt, etc. Et il y a deux ressorts, nous dit l'auteur de cet ouvrage, qu'il faut solliciter. Les deux autres, elles sont deux ressorts qu'il faut solliciter, c'est la passion d'abord et le rêve. On va comprendre pourquoi la passion et le rêve sont essentiels pour rebooster son ambition. Qui n'a pas de rêve aujourd'hui? Je pense qu'on a tous un rêve. Après, il est secret, il est affiché, il est divulgué, il est partagé, il est mentalisé, il est visualisé. Je pense qu'on a tous un rêve. Je pense qu'il faut essayer de le trouver, de l'analyser, et puis après de se dire, est-ce que j'y vais? Quand est-ce que j'y vais? Comment j'y vais? Avec qui j'y vais? Alors je pense qu'on a tous quelque part une passion, mais il faut aller la chercher. Il faut faire un peu d'introspection. Qu'est-ce qu'on aime? De quoi on a envie? Comment on se voit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Quel est le bon âge pour démarrer un projet? Et en fait, il faut le faire. Il y a un momentum. À un moment, on sent quelque chose et il faut avoir le courage de sauter le pas. Progresser, c'est toujours clé parce que, en fait, on a 10 ans où on fait des études et on se forme. Et puis après, il y a 40 ans où on est dans la vie active et on travaille. Donc si on arrêtait de se former et qu'on arrêtait de progresser pendant 40 ans, ce serait dommage. Donc je milite souvent pour dire, ben voilà, il y a toute cette formation qu'on peut avoir aussi après la formation initiale. Et c'est de l'auto-formation aussi.
mesurer les opportunités et on s'auto-construit autour de ça. Mais voilà, il faut être positif en fait, très souvent, optimiste aussi, adaptable bien évidemment, il faut être adaptable et puis toujours avoir envie de progresser, de rencontrer, d'être ouvert aux autres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trop d'ambition par rapport à, je ne sais pas moi, à leurs compétences? Eh ben, c'est la question que j'ai posée, parce que c'est bien beau d'avoir de l'ambition et de dire il faut booster votre ambition, il faut y aller, il faut progresser, etc. Mais parfois, on n'a peut-être pas les compétences qui suivent notre niveau d'ambition. Et alors, Sandra Legrand me dit il n'y a aucun souci, tout le monde a les moyens de ses ambitions. L'auteur nous explique que l'envie et la passion peuvent nous aider à puiser en fait au plus profond de nos ressources pour travailler plus, apprendre, se perfectionner, progresser, améliorer la qualité de ses relations. L'ambition de tout un chacun, en fait, étant d'être heureux. À part les ambitions professionnelles, chaque être humain veut être heureux dans la vie. Et alors, une étude, nous dit-elle, très intéressante, menée à Harvard pendant 75 ans, c'est une étude longue, a montré, en fait, que l'ambition des humains, c'était d'être heureux, mais que la clé du bonheur et de la santé résidait dans la bonne qualité de nos relations. Dans la bonne qualité de nos relations. C'est-à-dire, il ne sert pas de courir après des compétences professionnelles, après l'argent, après les statuts, etc. L'ambition, c'est d'être heureux et de nourrir la qualité de ses relations. Voilà, ça s'appelle hashtag l'ambition. Alors le hashtag en question, le dièse, là, c'est uniquement pour des supports numériques, sinon on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça pourrait se traduire par ça se rapporte à. Confère. Ou confère, quelque chose comme ça, voilà. Ce dièse-là, tag, ça veut dire mot, et H en anglais, c'est dièse. D'où ce dessin-là. Merci beaucoup, Laurence. Allez. Que se passe-t-il quand une architecte française rencontre un designer chinois? Ils se plaisent. Et alors, alors après, ils travaillent ensemble, ou avant, je sais pas. En même temps, je pense. Voilà, ils m'ont pas tout raconté dans l'ordre. L'architecte française et voilà le designer chinois. Virginie Moriette et Xu Ming. Alors, effectivement, ils se rencontrent en France en 2003. Lui, il a fait Penningen, donc il est plutôt design, architecture d'intérieur. Oui, tout à fait. Ah, oui. Elle a fait l'école d'architecture de la Villette. Et en fait, ils sont appelés pour leur fonction à travailler en Chine. Elle travaille dans un grand cabinet d'architectes, lui chez un grand décorateur, enfin bon, bref. Et ils logent donc à Shanghai. Ils ont besoin de mobilier pour leur appartement. Ils trouvent rien à Shanghai qui leur plaît, donc ils le dessinent et ils font faire par les artisans localement, avec les matériaux de Chine. Mais avec, vous le disiez, ce mélange de cultures, c'est-à-dire que elle a l'Occident, peut-être les lignes, peut-être, je sais pas, la légèreté. Et en Chine, lui, il va vraiment travailler sur la matière. Ils vont intégrer le jade, la laque. Elle va quand même y mettre le marbre. Enfin bon, voilà, vraiment, on ne sait pas qui a fait quoi. C'est vraiment un duo qui fonctionne extrêmement bien. C'est aussi un duo qui fonctionne bien dans l'esprit. C'est-à-dire que je les ai rencontrés parce qu'en fait, ils étaient à Paris pour une vente aux enchères qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours de mobilier de designers chinois. Et ils ne le font pas éditer en Europe? Il est édité. Hein. Il est édité en Europe, oui, tout à fait. Il est édité aussi bien en galerie. La galerie BSL s'occupe d'eux. Et il y a des grands éditeurs de mobilier qui aussi les éditent. Donc, en fait, ils sont connus, ils sont reconnus en Chine et en France. Vraiment, ça monte carrément. Mais vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Notre collaboration date de 2006, lorsque nous sommes arrivés à Shanghai pour travailler pour deux grands groupes français en tant qu'architectes. Et nous avons cherché à nous meubler. Nous n'avons pas trouvé de meubles qui correspondaient à nos envies et nous avons commencé à les dessiner ensemble. On travaillait sur des projets gigantesques pour ces compagnies-là. Et le meuble, c'était un bon moyen de revenir à une échelle beaucoup plus humaine et palpable. Les amis qui venaient nous voir trouvaient que c'était superbe, aussi avaient envie de découvrir, de voir de nouvelles choses et étaient ravis. Et donc du coup, ça nous a encouragés.
On travaille sur des projets aussi d'architecture et architecture intérieure. Et nous travaillons aussi avec des éditeurs, avec des séries plus importantes. On travaille donc ces éditions limitées qui sont présentées par la galériste Béatrice Saint-Laurent. Les matériaux, on est forcément très inspiré par notre environnement. Les objets que l'on peut trouver en Chine, donc le bronze, c'est un matériau qui a été utilisé depuis les temps premiers en Chine et c'est ce pourquoi on a été très attiré pour développer cette collection Xiongsheng. Ce qui est intéressant, c'est le bronze, c'est qu'il y a son état naturel, c'est-à-dire c'est un peu jaune, couleur dorée. Il y a aussi son état oxydé, qui vieillit avec le temps, qui change, qui est inattendu en fait. Donc c'est pour ça que c'est un matériau qui correspond bien au concept. Ce matériau-là, c'est le seul matériau qui a deux aspects. C'est comme un seul monde, il y a deux parties. Partie Orient, partie Occident. En tant qu'architecte et designer, on s'inspire forcément du mode de vie, on écoute beaucoup. On veut que chaque concept qu'on imagine et qu'il soit d'accord tous les deux. Et si c'est pas d'accord, on laisse sur le papier. Effectivement, notre échange, je pense, est assez important, de par ce côté complémentaire homme-femme, des différentes cultures, une manière de voir qui est assez différente aussi. Je suis beaucoup plus cartésienne, Ming est un peu plus artistique. Donc tout ça, ça se complète de manière tout à fait naturelle. Même si on n'a pas du tout la même éducation, on se retrouve toujours à un moment. C'est ce qui est très intéressant. Bah, pas mal, ce sont les pièces d'origine de l'appartement qu'ils... c'est ça en fait qu'ils vendent. Depuis, ils habitent plus du depuis, ils en ont fait d'autres. Hein. Ah non, mais c'est magnifique. Et vous avez vu aussi, ils décorent des bureaux, des lieux à Shanghai. Ils ont le vent en poupe, c'est les restas à Shanghai. Tout le monde... Ouais, je parle jeune. Ouais. Waouh, c'est dingue. Ouais, ça fait un drôle d'effet quand on parle jeune. Moi, Et qu'on n'est pas jeune. Oui, j'ai essayé. Non, mais là, moi, je vais très mal le prendre. Alors, Penningen, c'est l'école supérieure d'art graphique maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, comme ça. ces deux jeunes, mi-jeunes personnes sortent de belles écoles. Merci beaucoup. À petite note de musique, on pliait boutique au creux du souvenir. Son effet. Combien les studios Walt Disney ont-ils fait de films d'animation 56. C'est le 56e qui sort mercredi, chef. Voilà, c'est Vaiana. Ça se passe dans l'océan Pacifique. C'est très joli, c'est très réussi comme à chaque fois. Et qui dit Disney dit chanson. Parce que voilà, il n'y a quand même aucune chance que vous n'ayez jamais chanté les Aristochats, La Belle et la Bête, Ce rêve bleu, Aladdin, plus récemment. Mais il n'y a pas 56 succès. Ça marche pas. Non, c'est ça. C'est pas une science exacte. Ah, ouais, non. Eh non, sinon on serait millionnaire, on aurait écrit un tube et on serait pas. Surtout moi. Voilà, et voilà, Vaiana n'échappe pas à la règle, donc le 56e Disney, avec plein de chansons. Donc il y a Anthony Cavana et Cerise Calix qu'on voit ici. C'était Oui, Cerise Calix qui est issu d'un radio-crochet conçu autour de la voix d'une chaîne concurrente. Vous voyez à peu près ce que c'est, voilà. Ah oui, c'est bien amené, hein, tac. Et on n'empêche, la fille est très forte. Je l'ai vue chanter la chanson comme ça, toute seule, c'est bluffant. Et les chansons sont très bien écrites. Vous sortez, vous reprenez votre voiture et vous la sifflotez. Vous faites, c'est quoi cette chanson? Ah, boum, trop tard, vous la connaissez, elle est dans votre cerveau et c'est pour toute la vie. Là, on va l'entendre, il faut vous préparer parce que c'est pour après, voilà, c'est ancré dans le cerveau pour toujours. C'est très bien fait. Un petit extrait avec la bande-annonce, les images et Cerise qui chante. Regardez. Cerise sur le gâteau. Non mais c'est bon. La technique vocale de cette jeune femme, franchement bluffant. Et Anthony Cavana qui chante et qui est un excellent acteur, il sait tout faire. Voilà, c'est très bien. On continue. Donc toujours autour de Disney. Et imaginez que Walter Disney, le Walter de Walt, est fan de musique depuis toujours parce que ça a commencé en 1937 avec Blanche-Neige, hein, la première chanson attachée à un dessin animé. Et il était fan de jazz. Et alors l'idée de Disney, c'est de ressortir tous les standards, les Aristochats, La Belle et la Bête.
tous ces grands tubes, le livre de la jungle, vous savez, il en faut très très peu pour être... Tout ça repris par la crème des musiciens et des chanteurs de jazz actuels, c'est-à-dire Jamie Cullum, Melody Gardot, Gregory Porter, Nicky Lenowski, tous les gens qui sont dans cette chronique tous les mercredis. Mais pas seulement en French. Surtout pas trop French. Stacey Ken, qui est, on va dire, mi-French, mais enfin non, qui est américaine. Regardez, je vous ai fait un petit meilleur d'eux. Et en plus, c'est le bonheur parce que c'est ce que vous disiez, c'est que des trucs que vous avez dans l'oreille, que vous avez chanté une fois sous votre douche. Regardez. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. He's a tramp, he's a scoundrel, he's a rounder, he's a cat. Necessities, that's why I bank and rights that is. We just the bare necessities of life. Très original. C'est très bien. Il y a China Moses, qui est ça, c'est très très bien. Mais ça, c'est très très bien. Je savais que ça allait vous plaire. Je crois que je vous l'offre. Non, je finis la chronique et puis si c'est bien, je vous l'offre. Mais moi, je le veux bien aussi. Hein. Mais je vous l'offre. Vous arrêtez de vous souvenir des disques. Il en reste encore Des disques non plus. Si, il en reste encore. Derrière les grands tubes, les Aristochats, Mary Poppins, le livre de la jungle, ou le livre de la jungle, pardon. Vous savez quand vous allez chez... dur, hein, les mots, le livre de la jungle, je me bats avec les mots le matin. N'en rajoutez pas. Vous voyez quand vous allez chez Disney, la petite musique, It's a small, small world. Vous voyez, le truc qui vous rentre dans le cerveau. Tous ces tubes, là, le livre de la jungle, etc., dont je viens de parler, ont été écrits par les deux frères Sherman, Robert Sherman et Richard Sherman. Ils ont écrit tout ça. Ils ont écrit tout ça. Les mecs ont 8 Oscars. Enfin, avaient, puisqu'il y en a un des deux, hélas, Robert est plus de ce monde depuis. Voilà, c'est eux, les frères Sherman, mais ils ont enquillé les tubes d'une force galactique. Et je vous ai retrouvé des images de eux en train de jouer au piano avec Walt Disney en vrai qui chante. C'était une musique pour l'exposition universelle de 64. Walt Disney qui chante. Walt Disney qui chante avec les frères Sherman. Dans le bureau. Mais ouais, et quand je bosse, je bosse. Regardez. So there's a great, big, beautiful tomorrow, shining at the end of every day. There's a great, big, beautiful tomorrow, just a dream away. Well, it sounds pretty good. Là. Oui, là il suit un peu. C'est quoi les paroles déjà parce que j'ai pas le temps de réviser. Ouais. Non, c'est pas mal ça. Non, les frères Sherman, mais c'est incroyable. On les avait rencontrés. Mais non, mais vous imaginez les Aristochats. Enfin bon, je vais pas faire la liste et tout. Donc mercredi, c'est aujourd'hui. Ils étaient à plein temps chez Disney alors. Ah, oui, je pense qu'ils étaient embauchés. Alors, en tout cas, il y a un film sur la construction et l'écriture de Mary Poppins qui s'appelle Saving Mr. Banks avec Emma Thompson et Tom Hanks qui jouent Walt Disney. Le rôle de Walt Disney. Et on voit les deux frères Sherman en train de bosser les chansons et tout. Et c'est vachement bien parce qu'on voit que... Super voilà, c'est ça. Exactement, super califragilis. Oui. Je l'ai en entier. Sexpialidocious. Et il chante ça devant Emma Thompson, qui est censée être l'auteur de Mary Poppins. Et ça lui plaît pas beaucoup. Exactement. Ouais. C'est un film formidable, si vous ne connaissez pas ce film-là. Ouais. Autre film formidable, donc Vaiana, ça se passe, c'est vraiment très bien, c'est très réussi. En plus, ça fait du bien parce que ça se passe au soleil. Je dis ça par rapport aux moins 40 qu'il fait dehors, pour ceux qui sortent. Sauf au Pays Basque. C'est vrai. Et en Corse. Merci beaucoup. C'était marqué sur l'écran et c'est Patrice Rodel. On commence par 1966-2016. Oui. On célèbre cette année le 50e anniversaire de la disparition de Walt Disney. Ah, encore et on le fait en plus. On vient d'en parler là. À l'approche de Noël. Alors, qui dit Noël dit le Disney qui va avec Noël. Et vous en avez 2 pages ce matin dans le Parisien. Le film cette année s'intitule Vaiana et il met en scène une héroïne tahitienne qui est fille d'un chef de village et son papa ne veut pas qu'elle franchisse la barrière de corail. Titre du film donc Vaiana. D'accord. Ah oui, je vois Alex Jaffré qui a quelque chose à nous dire sur Vaiana. Oui, oui, l'anecdote qu'il m'a raconté. Mais oui, très intéressant. Oui, non, alors, bonjour. N'hésite pas, c'est je viens en croquer. On est bien ici, dis donc, on est bien. Hein. Vaiana, c'est le titre. Vaiana, c'est le titre en France. En France, absolument, parce qu'aux États-Unis, le film s'appelle Moana, et quand Disney l'a sorti en France, en France, c'est une marque déposée, donc ils ont changé, ça s'appelle Vaiana. Et la même chose en Italie, parce que quand ils sortent, en fait, Moana, c'est le nom d'une actrice porno assez connue dans les années 70. Donc ça s'appelle Oceana en Italie, en fait. En fait, j'imagine au niveau du marketing. Merci, c'est une excellente anecdote. Mais c'est vachement bien, attends. Moi, je l'ai trouvé. Mais je vais rester. Très bien. Ouais, je vous laisse. J'aime bien ce bleu, c'est chouette. Salut. Merci beaucoup. Ils sont de bonnes histoires. Excusez-moi, ils sont nombreux dans le coma ou pas? Non, c'est fini là. Je reviens ou pas? Non.
Viens la chaise. Tiens, tu peux regarder ta chaise. Déjà que c'est un petit studio. Alors, on va rester avec Disney. Alex nous en a parlé tout à fini, l'heure. là. Alex vient de nous en parler. On va en reparler. Non, parce que moi, j'ai un bonus à vous proposer. Il s'agit des archives de Walt Disney. D'abord, il faut savoir qu'il y a en ce moment une expo au musée Art Ludique. Ça dure jusqu'en mars 2017 avec 350 dessins originaux. Et donc, le fameux bonus, ce sont les archives de Walt Disney aux éditions Taschen. C'est ce qu'il y a de plus complet sur Walt Disney. Ça couvre toute son épopée, de l'époque du muet à son ultime chef-d'œuvre, qui est évidemment le livre de la jungle et qui date de 1967. Vous trouverez dans ce bouquin 1500 illustrations, des planches avec des illustrations très détaillées de célèbres scènes de films et puis des extraits des conférences de rédaction entre Walt Disney et son équipe. Alors, chez Glénat maintenant, l'art du canard, on va rester avec l'esprit Disney si je puis dire. Ce livre part d'une idée totalement improbable. Écoutez ça, à quoi ressembleraient les plus grandes œuvres d'art du monde si elles n'avaient pas été réalisées par des hommes mais par des canards. Eh bien, alors, je vous préviens, c'est une réinvention totale de notre patrimoine culturel. Mais tous les canards ne s'appellent pas Donald. Non, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, version bec et plume, voilà ce que ça peut donner. Vous avez des statues, évidemment, à la Joconde, version canard. Regardez le fameux déjeuner sur l'herbe de Manet. Regardez ce à quoi il ressemble, avec la demoiselle canard. Et puis, vous avez du canard aussi, version Gauguin et version Van Gogh, regardez ce à quoi ça peut ressembler. Alors tout cela est signé d'un groupement d'artistes qui s'appelle Interduck, et ce sont des artistes, certes ils ont leur boulot, ils font leur art de leur côté, mais de temps en temps ils se réunissent et puis ils ont des idées déjantées et ils les mettent en œuvre comme on vient de le voir. Toujours dans la galaxie Disney, je signale ce bel album de Régis Loisel, une nouvelle aventure donc de Mickey, et puis Mickey Mouse, icône du rêve américain. Là, c'est sur l'héritage de Mickey. C'est en fait la première biographie de la souris, dont je vous rappelle qu'elle est née en 1928 et dont on s'aperçoit dans ce livre que c'est le personnage en fait de fiction le plus reconnaissable. Il s'est incrusté un peu partout. Regardez, vous l'avez à la une de Paris Match, on l'a à la une du New Yorker très souvent, et on le voit avec derrière Rostropovitch, le 2 jours après, donc le 11 novembre 1989, lorsque Rostropovitch joue devant le mur de Berlin qui est en train de s'écrouler. Vous avez Madonna, version Mickey, puis vous voyez dans l'œuvre en haut à gauche qui peut s'incruster parfois dans certains tableaux. C'est assez amusant. C'est la première biographie, je vous le disais, de Mickey Mouse. Alors, puisqu'il est question de Mickey, de canard, de machin, canard, mercredi, canard enchaîné, allez, un petit dessin. Hollande et Valls ont déjeuné ensemble hier. Au canard, ils y étaient. Tu ferais mieux de démissionner, dit Hollande. À toi l'honneur, répond Valls. Et puis alors, Fillon ayant été désigné, c'est un peu la nouvelle cible. Voici donc le dernier dessin le concernant. Il est signé Pétillon. Quelques expressions de Fillon, la colère, la joie, l'euphorie. Merci beaucoup. Tiens, on va s'intéresser maintenant avec Mayam Sora à un artiste de la rue. Ça s'appelle street artist américain. Alors, le nom ne vous est pas connu, son visage non plus. En revanche, il a fait quelque chose de parfaitement connu. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Et il a fait Ah voilà, ça. il a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Donc effectivement, on ne peut pas mettre ni un nom, ni un visage sur cette affiche. C'est une affiche qu'il a faite en 2008 pour la première campagne présidentielle de Barack Obama. Son nom ici. On le voit là, Obey Grant. Obey Giant, c'est son nom de street artist, mais son vrai nom, il s'appelle Shepard Fairey. Shepard Fairey, c'est vraiment the street artist of the world, j'ai envie de dire. Oui, même Banksy dit de Obey Giant, ils se connaissent tous les deux, dit que c'est quand même un des plus grands artistes, mais c'est surtout que grâce à cette affiche d'Obama, il est devenu le street artiste le plus influent de la planète. Alors, effectivement, après cette affiche, tous les politiques lui ont couru après. Eh ben oui, parce que ça a quand même bien servi à Obama, mais il a dit non à tout le monde. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir quand même, si vous voulez, derrière son travail, un combat et un discours politique. Mais il est très engagé politiquement, Obey Giant, mais d'une manière plutôt écologique. Il se bat depuis 25 ans cette année. Il fête son combat pour la protection de la planète. Donc je vous propose de découvrir le travail de cet artiste qui a d'ailleurs participé à la COP21 à Paris, qui a fait un graphe aussi pour les attentats en hommage aux victimes de Paris. Donc voilà, il est de tous les fronts, de tous les combats. Je vous propose de le découvrir et de l'écouter aussi. Across space.
OB, de son vrai nom, Shepard Fairey, est un artiste américain, c'est l'artiste phare du street art. Donc à la base, il avait fait un pochoir sur André the Giant, un catcheur français. Et à partir de là, il en a mis partout aux États-Unis. C'est devenu le symbole même de toute sa pratique artistique. Il a fait ce portrait d'Obama parce que lui-même voulait donner son opinion de citoyen. Et ce visuel simple, pour lui, a été repris par les équipes d'Obama et est devenu le visuel le plus fort politique actuellement, à tel point que d'autres politiques lui en demandent et il refuse la plupart du temps. Nous, on l'a amené à Paris pour faire un travail pour la COP21 sur la Tour Eiffel. Ça nous amusait en fait de faire rencontrer deux choses, c'est le symbole même des États-Unis dans notre pratique et street art, avec le symbole de la France, tout ça pour une cause internationale qui est l'environnement. When the COP21 summit happens, there'll be a lot of politicians, and hopefully they will create laws that prevent climate change. Chacune de ces œuvres a un message fort. Sur le réchauffement climatique, il y a une image très forte qui est vraiment intéressante dans le livre, qui est très belle. On voit une femme comme ça avec un journal sur la tête. Et si on regarde le journal, ce sont que des accroches qui sont reprises par les partis qui nient le réchauffement climatique. Shepard a plusieurs influences. L'affiche communiste des années 30 déjà, au niveau de la composition de ses œuvres. Mais il peut avoir aussi d'autres influences, Hopper, pour l'œuvre qui est juste derrière, par exemple. Il n'est jamais accusateur, c'est-à-dire que c'est jamais noir ou très négatif, c'est simplement souvent drôle, un peu décalé. Donc en gros, il montre qu'on va bientôt surfer sur des tsunamis ou dans des mers de pétrole. C'est toujours des codes faciles d'accès. On a fait aussi 3 murs dans le 13e arrondissement. Il était venu au mois de juin pour peindre ces 3 murs-là. Et suite aux attentats du mois de novembre, il y a un an, Shepard Fairey nous a fait une œuvre où il y avait inscrit liberté, égalité, fraternité en mettant la Marianne en plein milieu et en fond le drapeau français. Cette œuvre, quelque part, c'est un cri d'amour pour la France, certes, mais c'est aussi une réponse par rapport à tout ce qu'il vit au quotidien. En fait, il s'exprime réellement à travers sa pratique. Donc, quelle que soit la problématique, sa réponse est toujours artistique. Oui, effectivement, quand on dit son nom et qu'on ne sait pas à quoi ça se rapporte, c'est formidable, ça. C'est magnifique. C'est un très, très grand, lui. Moi, je vous propose de faire un très beau cadeau de Noël. Si vous ne savez pas quoi acheter à quelqu'un, offrez-vous justement le bouquin de Shepard Fairey qui est édité chez Albin Michel. Quand vous ouvrez les pages, vous avez sur une page entière une œuvre que vous pouvez ensuite encadrer. Oui. Et comme c'est un militant, il ne fait pas les choses à moitié, William. Si vous achetez ces 2 livres ensemble, évidemment, une partie de l'argent part à une association pour la lutte de la protection de l'environnement. Une association française. Vous passez dans le 13e aussi. Allez, jetez un coup d'œil. Ouais. Merci beaucoup, Myriam. Pour moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Pourquoi ça plane pour lui? Ça plane. C'est peut-être le cahier qui répond. Pourquoi un écaillé? Vous ne saviez peut-être pas. Il y a des concours d'écaillés. Et là, c'est le meilleur écaillé d'Europe, s'il vous plaît. Ah bah oui. Qui a été élu lundi. Alors, il a été élu lundi et nous y étions. L'idée, c'est que c'est le club Prosper Montagnier. Alors, le club Prosper Montagnier, c'est le plus vieux club de gastronomes de France, voire même d'un peu plus loin. Prosper Montagnier, c'est un illustre personnage. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé le Larousse gastronomique, par exemple. Il a fait des publications. Il était à la fin du 19e jusqu'au début du 20e un des plus grands gastronomes, un des plus grands cuisiniers. Et donc, justement, en son hommage, on a créé un club, le club Prosper Montagnier. Et depuis 65 ans, il y a un concours du meilleur écaillé. Alors, le meilleur, ça veut dire quoi? C'est celui qui ouvre le plus vite ou celui qui n'abîme pas le... Alors, justement, parce qu'en fait, on a tendance à se dire c'est celui qui ouvre le plus vite. Et pas du tout. Les MOF qui tiennent le concours, meilleur ouvrier de France. C'est dans le jargon du métier. Ah dis non, tu connais ma MOF? Non. Non. Meilleur ouvrier de France. Il n'y a pas beaucoup de MOF... Pas assez. Pas assez de femmes MOF. Mais ça commence. Et donc, regardez, ils sont là. Ils sont 2 meilleurs ouvriers de France. Et eux, l'idée, c'est qu'ils ont dit, attendez, on ralentit, on leur laisse un peu plus de temps pour ouvrir, justement, ces différentes coquilles. Donc, ces huîtres, ces moules, voilà. Et par contre, ce qu'ils veulent, c'est la perfection. C'est-à-dire que quand vous prenez l'huître, vous n'avez pas un petit bout dans la bouche. Un petit bout de nacre. Voilà, un petit bout de nacre, voilà. Et c'est toute l'idée. Alors là, nous sommes allés... Tout ça se fait depuis 3 ans dans un lieu assez incroyable. L'un des plus vieux restaurants de la
butte de Montmartre, la Bonne Franquette. Et là-bas, eh bien, ils reçoivent bien des candidats qui viennent de France, voire même d'Europe. Et regardez, ça donne plutôt un truc pas mal. Aujourd'hui, le triporteur a rendez-vous au sommet de la gastronomie, avec le club Prosper Montagnier. Là, si j'ai bien compris, la crème de la crème a rendez-vous en haut de la butte, là. C'est ça? On parle des écaillés. Concours européen des écaillés, à la Bonne Franquette, chez Luc. Sa devise à lui, c'est très simple. Hein. Aimer, manger, boire et chanter. Bon. Et la nôtre, la plus belle, on ne fait du bon qu'avec du très bon. Pour les restaurateurs, c'est quand même un honneur d'avoir le club Prosper Montagnier chez vous, non? Ah bah oui, on est très content, d'autant plus que c'est une vieille tradition et qu'on est content de la perpétuer. Bon, Puisque là ça- on s'inscrit voilà. dans une histoire. Ah bah oui, ça fait plus de 65 ans que ce concours existe. Ça veut dire que le triporteur a rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui? Absolument. Ah oui. Une bon. histoire en plus qui est maintenant montmartroise. Ah oui, en plus, Voilà. s'il vous plaît. Bonne chance et top départ. Étienne, j'ai l'impression que là, il y a quand même un peu de tension. Oui, il y a de la tension pour les candidats, oui. Pour le président du jury, Ça un peu va. moins. Oui. Là, expliquez-nous, il y a 3 temps en fait pour déterminer le meilleur. Hein. Il y a 3 épreuves. Donc une première épreuve en QCM. Ça veut dire que le meilleur écaillé, il doit connaître aussi l'histoire du produit, comment il arrive jusqu'à lui. Naturellement qu'il doit connaître son produit. Parce que travailler un produit sans le connaître... On le travaille mal. On le travaille mal, tout à fait. La deuxième épreuve n'est pas une épreuve de vitesse. Et en tant que meilleur ouvrier de France, j'ai voulu rapprocher le concours de l'excellence. La vitesse se marie difficilement avec l'excellence. On va rechercher la perfection dans l'ouverture. J'ai donné un temps tout à fait raisonnable pour réaliser toutes les ouvertures. Mais en revanche, il fallait que les ouvertures soient parfaites. Je n'acceptais pas les huîtres blessées, les coquillages blessés. On envoie les marchandises. Pour la dernière épreuve, l'épreuve de la présentation type buffet. Je rappelle que le thème cette année est la neige. Cette année, nous avons 7 candidats qui ont été sélectionnés pour la finale. Et on est plutôt d'un bon niveau. Donc le président du jury est plutôt content. Plutôt content. Ouais, je vous trouve souriant. Hein. Pour arriver à ça, depuis combien de temps on s'entraîne? Là, ça va faire 1 mois et demi que je m'entraîne pour faire ça. Un mois et demi. Oui. Donc ça veut dire que vous vous entraînez à refaire et refaire le plateau? Oui, exactement. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu sur ce plateau-là? Alors, Étienne? L'esthétique, la régularité, la facilité de pouvoir le déguster. Ah, il faut que tous les convives puissent se servir. Tous les convives peuvent se servir sans se déplacer de la table. D'accord, on peut en goûter une petite là ou pas? Ah, à mon avis, oui. Et je sais pas si je vais rentrer au studio, moi, en fait. Je suis pas mal là, en fait. Ah, parce qu'il faut déguster ensuite. Ah bah oui, bien sûr. C'est ça qui est assez génial, c'est qu'après, il y a un dîner et on se retrouve tous ensemble. C'est pénible, pour il y a goûter. certains reportages qui sont pénibles. C'est vraiment très très compliqué, hein. Ouais, oui, c'est très très sûr. dur. Aller Non, mais jusqu'à Montmartre quand il fait regardez. beau. Voilà. Et Il a mis regardez son comme petit c'est gilet beau. marin aussi, C'est j'ai incroyable. vu, c'est bien. Ah bah oui. C'était du Made in France, hein, mon J'espère petit bien. gilet marin, bien sûr. Ça bah fait oui. plaisir On est- à Arnaud. Voilà, c'est ça, Arnaud c'est M, ça. d'accord. Regardez la beauté de ces créations. Ça, c'est beau quand même. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, parfait. Bravo. Merci beaucoup. C'est pas fini parce qu'on va s'intéresser d'ici quelques temps. Ah oui. C'est dans 3 jours, combien C'est demain matin. C'est demain matin. Nous serons les premiers. Les premiers. Quel est le meilleur restaurant au monde? Figurez-vous. Il faut juste expliquer ce qui va se passer demain, juste rapidement. Ah bah, rapidement, c'est-à-dire que demain, on aura le nom parmi les 1000 restaurants dans le monde, celui qui est le meilleur parmi les 1000. Voilà. Donc je C'est-à-dire- prends peut-être un avion, un bateau, je ne vous dis pas où je vais, mais, Oui, mais mais on y ils va. ont là. fait une moyenne de tous les restaurants dans tout. Combien de guides? 400. 400 guides au monde. Voilà. Et quel est le restaurant qui... Et un seul nom, c'est La Liste. La Liste, c'est le titre, Ouais, La Liste. La liste, Voilà. la liste des meilleurs. Vous Voilà. savez ça demain, il faudra revenir. Hein. Voilà, merci beaucoup. À demain donc.